N'hésitez pas à répondre, hein, c'est interactif. Est-ce que ça va? Je vous ai pas bien entendu ou alors je pensais que vous alliez aller mieux. Est-ce que ça va? Oui. Ouais, trop bien. Bah, écoutez, comme vous vous posez la question aussi, moi aussi je vais très bien, merci beaucoup. Je m'appelle Mélina Kalou et je vais être la maîtresse de cérémonie de cet après-midi. Alors déjà, première chose, incroyable d'être ici présent dans ce lieu. Est-ce que vous savez qu'on est actuellement dans un palais? Ouais, bon, voilà, il y en a qui ne savaient pas peut-être. Nous sommes dans le palais du Luxembourg qui héberge en son sein le siège du Sénat. Voilà. Et pourquoi sommes-nous ici au Sénat dans ce palais? Pour assister à la finale du concours des jeunes des écoles de la deuxième chance. C'est lourd, hein? Est-ce que, donc là on est à la 3e édition, est-ce qu'il y en a qui étaient là à la 2e édition? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui étaient là à la 1re édition? Ouais, trop bien. Eh bien, bienvenue à la 3e édition. Qui est la meilleure? Non, je rigole. On ne sait pas. Alors, en tout cas, ceux qui étaient déjà là connaissent peut-être très certainement le parrain de ce projet, qui est le sénateur Rachid Temal. Il ne peut pas être présent pour l'instant parce qu'il est occupé, quoi. Donc, du coup, il vous remercie. Il vous remercie et il est très content de soutenir ce projet. Voilà, il est là. Il est très content de soutenir ce projet et on le remercie de nous accueillir et de soutenir ce projet. Le projet, je dis beaucoup de fois projet, mais ce projet est né de la fusion des écoles de la deuxième chance et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ils se sont dit que ce serait intéressant de sensibiliser les jeunes à la question de l'esclavage et en même temps d'augmenter nos capacités à prendre la parole en public parce que c'est quand même important, on en a besoin tout le temps, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Et donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a été reconnue d'utilité publique. Ils ont un site internet qui explique très bien leurs activités, leur histoire, donc n'hésitez pas à le consulter. Et on a en personne le président de la Fondation qui va nous dire un petit mot et qu'on accueille avec beaucoup de bonheur, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Je vais faire solennel avec un pupitre, quand même, ça fait plus sérieux. D'abord, je voulais saluer Rachid Temal, mais il est occupé par ses travaux parlementaires. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis, je voudrais saluer les membres du jury. Mesdames et messieurs, les membres du jury, je vous remercie d'avoir accepté de siéger cet après-midi. Et puis, je salue évidemment tous les candidats et toutes les candidates, et puis tous ceux qui sont venus les soutenir. Je crois qu'on peut applaudir les candidats pour bien les encourager. Alors, il y a ceux qui ont participé jusqu'à la demi-finale et puis qui n'ont pas été retenus pour la finale, mais je pense qu'ils ont fait un travail formidable. Ils garderont dans leur tête et dans leur cœur un souvenir extraordinaire. Je crois qu'on peut aussi les féliciter pour leur participation. Voilà, donc ce concours, c'est la 3e édition. C'est le concours de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que j'ai l'honneur de présider. Mais je voudrais, avant de terminer ce bref discours, remercier un certain nombre de partenaires. D'abord le Sénat qui nous accueille, le sénateur Rachid Temal que j'ai cité, et qui est très engagé et qui nous a permis de réserver cette salle, la salle Médicis, où nous sommes tous ensemble aujourd'hui. Il fait un petit peu chaud, mais je crois que vous avez donné des consignes pour réajuster la climate. C'est très très bien. Merci à ceux qui y ont pensé. Et puis je tiens aussi à saluer, bien sûr, les écoles de la deuxième chance, qui est notre partenaire pour ce concours d'éloquence, et les écoles de la deuxième chance que je connais bien,
La première qui a été fondée, c'est à Marseille. Je sais que Marseille est là. Il y a aussi Paris et quelques autres écoles. Mais vous faites un travail formidable au service de la jeunesse. Vous redonnez de la confiance, vous redonnez de l'espoir. Vous préparez un avenir à des jeunes qui en ont plein de capacités, mais qui, quelquefois, ont pu dans leur vie connaître un certain nombre de difficultés, mais qui réussissent à s'en sortir. Et vous devez être fiers de tout ça. Je remercie la Fondation Total Énergie qui nous soutient depuis le début et la Fondation BNP Paribas qui vient de nous rejoindre et qui va nous soutenir désormais pour ce concours d'éloquence. Et puis il y a une équipe que je voudrais saluer aussi pour son engagement et son professionnalisme, c'est l'équipe d'Eloquentia. C'est une association professionnelle qui forme, qui accompagne les jeunes, et pas seulement des jeunes d'ailleurs, pour l'exercice de la parole et de la prise de parole. Et en particulier pour ce concours d'éloquence, ils vous ont apporté leur contribution et je crois qu'on peut aussi les remercier et les saluer pour leur savoir-faire et leur expertise. Alors vous avez donc travaillé sur un sujet que notre animatrice, médiatrice a évoqué, qui est la question de l'esclavage, mais ciblé sur un petit pays qui s'appelle Haïti. Et vous vous êtes posé la question, et vous avez réfléchi à cette question, la France doit-elle quelque chose à Haïti? Alors pour y voir clair, pour répondre à cette question, vous avez beaucoup travaillé, vous n'avez pas seulement appris à parler, à vous exprimer, mais vous avez voulu vous documenter, vous vous êtes questionné, et vous êtes finalement devenus des experts sur un sujet important, et qui pourtant, l'histoire d'Haïti est très méconnue en France. Et qui pourtant, par son histoire, a un lien étroit avec la France. Mais ça, vous allez nous le dire dans vos prises de parole. Et donc, tout ce travail nous renvoie à notre histoire. Elle nous renvoie à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, mais elle nous renvoie aussi à la Révolution française et la première abolition de l'esclavage en 1794. Mais elle nous renvoie aussi à Napoléon, qui en 1802 a décidé de rétablir l'esclavage. Et il a été effectif jusqu'en 1848. Et puis, cette histoire nous renvoie à la Restauration, c'est-à-dire le retour du régime royal, et cette ordonnance qui a été signée il y a désormais 2 siècles et qui a imposé une indemnité énorme à un tout petit pays, à une toute jeune république, et je veux parler naturellement d'Haïti, l'ancienne colonie française de Saint-Domingue. Alors la question, la France doit-elle quelque chose à Haïti? Cette question nous rappelle que pendant plus d'1 siècle, c'est Haïti qui n'a cessé de devoir de l'argent à la France, c'est-à-dire le pays vainqueur qui avait conquis son indépendance sur les troupes napoléoniennes, a été obligé de payer une dette à un pays vaincu. C'est assez rare, mais ça s'est produit et c'est la France qui l'a pratiqué. De l'argent que Haïti devait en vertu d'une décision inique du roi Charles X et dont notre pays n'a pas encore totalement reconnu le caractère injuste et la responsabilité. Seulement cette année, les choses ont bougé. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage y a beaucoup contribué, et pas seulement. Beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup d'artistes, beaucoup de militants, beaucoup de responsables politiques se sont engagés et ont fait bouger les lignes. Enfin, la France reconnaît, par une déclaration du président de la République, que cette dette payée par Haïti était une injustice profonde et a décidé en même temps qu'une commission mixte française et haïtienne allait étudier cette histoire et voir comment on pouvait traiter de la question des réparations de cette faute historique. Mais je ne vais pas développer plus longuement ce thème, car sinon je devrais me mesurer à vous, qui vous êtes si bien préparés, et je suis sûr que je ne serai pas à votre niveau, parce que je sais que vous avez beaucoup d'efficacité dans votre prise des paroles, vous allez nous le démontrer dans quelques instants. Simplement, je vais vous dire une chose, c'est que nous sommes dans l'enceinte d'une des 2 assemblées de la République, que la question dont vous allez débattre est une vraie question qui se pose à la nation française, et elle a été récemment débattue par les députés de l'autre assemblée, l'Assemblée nationale. En effet, l'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière à une large majorité une résolution sur la double dette d'Haïti. Je ne vais pas vous en donner le texte, vous irez le lire et vous verrez qu'il est très intéressant, mais il montre qu'en France aujourd'hui, d'autres que vous et nous se posent ainsi cette question. La France doit-elle quelque chose à Haïti? Les députés ont commencé à y répondre. Puisque nous sommes cet après-midi au Sénat, l'autre assemblée du Parlement français,
Je veux croire que vos paroles tout à l'heure, ou en tout cas tout ce que vous y aurez mis, tout ce que vous nous aurez appris, tout ce que vous voulez défendre, je veux croire que tout cela va résonner longtemps dans les couloirs du Sénat, du Palais du Luxembourg et jusqu'à l'hémicycle, et que peut-être ici ou un prochain jour, on débattra aussi de cette question comme à l'Assemblée nationale. Je l'espère et je le souhaite, car je pense qu'il y a dans l'histoire d'Haïti et de la France beaucoup de questions encore actuelles, beaucoup de leçons à tirer, et je m'efface maintenant pour que vous nous le montriez par votre propos, à votre manière, avec votre conviction, j'en suis sûr, et vos arguments, j'en suis convaincu également. Alors, bonne chance, bravo et bon après-midi pour ce concours d'éloquence de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Ayrault, pour vos mots. Et ça nous a fait aussi une petite mise en contexte. On le disait donc, c'est la 3e édition et avec cette fois-ci l'intervention de l'association Eloquentia qui promeut la prise de parole en public pour les jeunes et les moins jeunes. D'ailleurs, moi j'ai été formée par Eloquentia, donc vous voyez que vous pouvez leur faire confiance. Mais qui de mieux pour parler d'Eloquentia que la directrice générale d'Eloquentia, j'ai nommé Alicia Izard. Je vais faire comme Monsieur Ayrault au pupitre, ce sera plus facile. Et je vais faire très bref, puisque je pense que chacun et chacune a hâte de déclamer. Simplement vous dire, au nom de toute l'équipe Eloquentia, combien c'est émouvant pour nous tous d'être à vos côtés aujourd'hui et d'avoir pu former, accompagner les jeunes des écoles de la deuxième chance pour concourir, ce beau concours organisé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et j'aimerais à ce titre remercier tout particulièrement Monsieur Jean-Marc Ayrault, Aïssa Tassek, mais aussi Théo Tardy, je ne sais pas où il est dans la salle, mais qui a... Bonjour Théo, merci beaucoup pour toute la coordination, l'organisation des parcours qui a été menée aux côtés de Colin Tournanas-Terrier, qui est avec nous également côté Eloquentia. Remercier également l'ensemble des animateurs et des animatrices pédagogiques qui vous ont accompagnés tout au long des parcours, qui vous ont aidé sans doute à prendre confiance en vous, à vous révéler par votre parole. Et puis évidemment toutes les écoles de la deuxième chance de Paris, de Marseille, de Chelles, de Rosny-sous-Bois qui ont permis aux jeunes de vivre cette aventure extraordinaire d'être ici pour déclamer sur ce sujet important. Je voudrais également vous dire que notre mission chez Eloquentia, c'est d'accompagner l'émancipation de la jeunesse par la prise de parole éducative. Et on le fait de 2 manières. D'une part, en formant les jeunes, plus de 15 000 jeunes chaque année, à prendre la parole en milieu scolaire ou auprès de publics spécifiques. C'est déjà le cas avec les écoles de la deuxième chance, mais aussi avec des jeunes en détention, des jeunes en situation de handicap ou des jeunes à haut potentiel, mais aussi par le biais de concours. Et notamment, j'espère que pour certaines, ce premier concours vous donnera envie de continuer à prendre la parole. On a un concours qui est dédié aux 18-30 ans, qui est ouvert à toutes et tous dans plus de 40 territoires en France et dans les pays francophones. Donc il vous suffira de vous renseigner sur les réseaux sociaux pour peut-être vous inscrire l'année prochaine et continuer à prendre la parole sur des sujets qui vous touchent. Et puis la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'une des promesses d'Eloquentia, c'est d'offrir aux jeunes les plus belles scènes, de leur montrer que leur parole compte, qu'on leur accorde du crédit et qu'ils peuvent la porter en tout lieu, en toutes circonstances, et notamment dans des lieux comme ici, des lieux prestigieux, symboliques. Et je pense que c'est ce que vous offre aujourd'hui la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, de vous questionner sur des questions fondamentales, existentielles, et de nous partager vos convictions sur ces sujets. Il compte pour nous, on va vous entendre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à déclamer que nous, on en aura à vous écouter. Donc, bonne chance à chacun, chacune. Bravo pour tout le travail qui a été fait et on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Merci Alicia Izard. Et donc on peut dès à présent souhaiter la bienvenue à notre jury que je vais vous présenter. Alors je vous annonce, mais si vous avez envie de dire un petit mot grâce à vos micros devant vous, vous pouvez aussi. Donc premier jury, on va accueillir Stomy Bugsy qui est rappeur et acteur.
Ah, faut que je parle, c'est ça? Bonjour à tous. Alors, j'étais là à la deuxième édition, hein? J'étais là à la première édition. Et voilà. Et la question de la première édition, c'était est-ce que c'était sur Toussaint l'ouverture encore? C'était sur tout ça. C'était encore une question sur Haïti. Très belle question. Et franchement, on a été bluffés. Et donc, quand Aïssata Seck m'a proposé de revenir, j'ai tout de suite accepté. Et c'est très impressionnant d'être ici. Je vous sens concerné. Je sais que vous allez exploser. Je sais que vous allez être magnifique et beau. On est là pour vous soutenir. On ne va pas être là pour vous juger. On est un jury, mais on ne va pas être là pour vous juger. On va être là plus pour vous ressentir, pour voir ce que vous avez dans les tripes, voir comment vous allez vous lâcher avec le texte ou sans le texte, comment vous allez incarner vos personnages, la diction, l'élocution, la ferveur et l'ingéniosité aussi. Voilà, on est de tout cœur avec vous et voilà, on vous dit merde, merde, merde. Merci beaucoup. Deuxième jury qu'on va accueillir est une actrice, Manon Brèche. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est la 3e année pour moi en tant que jury de ce concours et c'est toujours un moment tellement particulier de voir des personnes, on va dire, grandir sous nos yeux parce qu'il y a un avant-après. J'ai moi-même fait ma première prise de parole avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage le 10 mai et c'était extrêmement fort de me ressentir après. Donc j'ai hâte que vous puissiez aussi vous vivre ce moment. Vous avez parcouru tellement de choses avec Ulnocantia, avec l'école de la seconde chance qui vous amène à maintenant, mais c'est pas une finalité, c'est le début de quelque chose et je suis déjà tellement heureuse pour vous et tellement fière que le début de cette chose, ce soit ici au Sénat, avec vos proches, avec vos amis. Profitez de ce moment et surtout, voilà, profitez. Merci beaucoup. Troisième membre du jury, elle est la représentante de la Fondation Total Energy, c'est Julie Kovas. Bonjour à tous. Alors moi, c'est ma première édition, donc j'ai hâte de vous entendre, de vous écouter. Merci. Je trouve aussi que le thème est d'actualité, donc très intéressant. Je pense que ça va éclairer mon propre avis, ma propre opinion sur Haïti et le rapport entre la France et Haïti. Donc je suis ravie aussi par rapport à cet aspect-là. Et bravo déjà pour tout le chemin parcouru, pour toute la préparation. C'est super que vous soyez là. Donc voilà, profitez de ce moment. Je sais que ça ne va pas être facile parce que je pense qu'il y a le stress, mais profitez, essayez de prendre plaisir. Et nous, on aura beaucoup de plaisir à vous écouter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Avant-dernier membre du jury qu'on a déjà entendu, mais si tu souhaites rajouter un petit mot, la directrice générale d'Eloquentia, Alicia Izard. Juste vous dire qu'on a hâte. Merci Alicia. Et pour finir, la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Aïssata Seck. Merci, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ici pour cette 3e édition. Ravi parce que c'est un concours que la Fondation a mis en place et je ne vais pas refaire le discours de Monsieur Hérault, mais vous dire qu'en 3 ans, ce concours est monté en puissance. On est ravis de pouvoir travailler avec les écoles de la deuxième chance et je vais avoir une mention spéciale pour la Seine-Saint-Denis et Paris parce qu'ils sont là depuis le début. On a vu que le niveau était élevé. Je sais qu'il va y avoir un battle avec Marseille, entre Marseille et Paris aussi. On a vu, on a attendu. On va voir s'il y a une remontada aujourd'hui, mais en tout cas, vous remercier chaleureusement, remercier Eloquentia, remercier bien évidemment les équipes de la Fondation avec une mention spéciale pour Théo qui vous a accompagné depuis le début, qui est monté en puissance sur ce projet. On a hâte de vous entendre, on a hâte de vous écouter. J'ai vu quelques petites vidéos des demi-finales et on sait qu'on va avoir du lourd. Donc bon courage, bon courage. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, jury. J'espère que vous allez aussi prendre du plaisir.
Au mois de mai, Eloquentia est donc intervenu dans 4 écoles de la deuxième chance et a donné 4 formations de 20 heures à tous les participants qui ont suivi ce format-là. Et donc, du coup, il y a eu 4 demi-finales locales qui ont résulté de 2 représentants par école. Donc, est-ce que l'école de Chelles est là? Ok, on va leur laisser une deuxième chance. J'ai presque cru que vous n'alliez pas faire de bruit, je l'ai dit. Là, on est là. On est là. Ok, est-ce que l'école de Rosny-sous-Bois est là? Est-ce que l'école de Marseille est là? Et est-ce que l'école de Paris est là? Voilà, mais les Parisiens, ils savent faire du bruit, vous avez vu? Ok, eh bien aujourd'hui, vous l'avez bien compris, le thème du concours, c'est la double dette haïtienne. Donc c'est un sujet d'actualité qui est aussi récemment, qui est lié aussi à la récente prise de parole du président de la République. Donc chacun des 8 finalistes va répondre au sujet « La France doit-elle quelque chose à Haïti ?» Ils répondront soit la positive, soit la négative, soit les deux, et ils auront de 5 à 7 minutes pour vous convaincre. Donc, vous avez bien compris, on est trop content d'être là, on est trop heureux de partager ce moment-là. Eux sont très contents d'être là et aussi, ils ont la pression, le stress, l'appréhension. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on soit un public hyper bienveillant, hyper chaleureux, qu'on les applaudisse, même si ça ne fait pas partie de notre école ou si ça ne fait pas partie de notre ville, ou même si on vient de Marseille, on applaudit quand même Paris. Et inversement, vous avez compris, le but, c'est de leur donner plein d'énergie, plein de bonnes ondes, comme ça, ils s'éclatent et ils profitent bien de leur moment. Ça vous va? Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut... On va faire un petit test juste avant de commencer. Si j'accueille quelqu'un, admettons, j'accueille quelqu'un, quelle ambiance vous allez mettre? Je fais un test. Hein. Merci d'accueillir Mélina. Tip top. Très bien, vous êtes prêts? Nous allons donc accueillir notre première oratrice qui vient de l'école de Chelles, qui va prendre la parole en premier. Ça fait peur, donc on n'oublie pas de bien l'accueillir. Elle s'appelle Aurore Loisel, on peut l'applaudir très fort. Est-ce que tu veux prendre ce micro-là? Mesdames et messieurs, membres du jury, c'est à ce prix que vous mangez du sucre. Cette phrase n'est pas une provocation, mais une terrible réalité historique. Une réalité qu'on a longtemps enterrée, comme les corps de millions d'Africains réduits en esclavage dans les plantations coloniales. Une réalité que la France, pays des Lumières, des droits de l'homme, a tenté d'oublier, parce qu'elle dérange, parce qu'elle fait honte. Mais les dettes de sang ne disparaissent pas. Elles s'inscrivent dans les corps, dans le mémoire et dans les territoires. Alors oui, la France doit quelque chose à Haïti. Elle lui doit justice, mémoire et vérité. Car il y a une dette qui, elle, n'a jamais été annulée. Celle de l'humanité bafouée. Haïti, c'est d'abord un peuple qui a osé l'impensable. Se battre, se libérer, se révolter. La première république noire libre. Et la France, pourtant en pleine révolution, quelle a été sa réaction? L'intimidation? Non. La pression? Encore pire, le chantage. Alors en 1825, elle envoie des navires de guerre et exige 150 millions de francs or. Non pas pour réparer, mais pour indemniser les anciens colons. L'équivalent de plusieurs milliards d'euros aujourd'hui. Comme si les esclavagistes étaient les victimes. Comme si la liberté devait s'acheter. Alors, Haïti accepte, sous la menace. Et cette dette, elle la payera pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1947. Alors, mesdames et messieurs, peut-on vraiment parler de liberté? Pendant ce temps, la France, main sur le cœur, proclamait liberté, égalité, fraternité. Sauf si vous habitez à Port-au-Prince.
Mais où était la fraternité en 1848, quand la Deuxième République était célébrée, alors qu'Haïti, né dans le sang, saignait encore pour rembourser ses anciens bourreaux? Quel paradoxe! C'est au moment où la France clame sa grandeur morale qu'elle trahit le plus ses principes. Et ce n'est pas un cas isolé. Prenons l'exemple de l'Allemagne nazie. En 1932, elle suspend sa dette. Personne ne s'y oppose. Elle peut oublier. Haïti, non. Elle doit payer et jusqu'au dernier centime. Haïti, non. Elle doit payer et jusqu'au dernier centime. Et ce n'est pas un cas isolé. Prenons l'exemple. Est-ce que j'ai... Oh non. Désolée. La pression et pourtant quelle était sa réaction? Chantage. Ouais, je suis super. Oui, ça c'est bon. Ah oui, en plus. C'est... Désolée. Et dire qu'en 2010, Nicolas Sarkozy a été le premier président français à officiellement visiter Haïti. 2 siècles plus tard, puis Hollande, suivi de Macron et sa commission. Trop tard, trop symbolique. Alors oui, aujourd'hui, il y a une dette, mais elle n'est plus comptable. Elle est morale, historique et humaine. Certains diront, non, la France ne doit rien. Le passé est passé. Et puis si la France doit Haïti, alors elle doit l'Algérie, au Vietnam, à l'Afrique, à toutes leurs tragédies. Après tout, les colons sont morts et la France elle-même porte ses blessures. C'est vrai, Haïti a été aussi trahi de l'intérieur par ses dirigeants corrompus, par ses élites. Mais ce n'est pas un argument, c'est une fuite. N'oublions pas ces noms. Dessalines, l'ouverture, Sanité Bel-Air, tous incarnaient la liberté. Le code noir, lui, en fixait le prix. Et puis on me dira, tourne la page, Aurore. Sans jamais l'avoir lu, sans vérité, comment se reconstruire? Sans mémoire, comment s'instruire? Haïti a payé sa dette, ne l'oublions pas. En plusieurs fois sans frais. Enfin si, malheureusement avec beaucoup de frais. Et en retour, elle a hérité du chaos, de la pauvreté, de la violence et de l'instabilité. Alors mesdames et messieurs, ce n'est pas le nombre d'injustices qui annule chacune d'elles. Et ce n'est pas parce qu'il y a trop à réparer qu'on ne doit rien réparer. Et à quel autre peuple a-t-on autant demandé de survivre? Haïti a dû affronter, en plus de l'histoire et les traumatismes, les gangs, les séismes, la violence, l'abandon. Même lors de son bicentenaire, elle n'a eu aucun répit, pas même pour célébrer sa propre existence. Mais sachez-le, un peuple qu'on réduit au silence finit toujours par crier. Alors oui, aujourd'hui, il y a une dette. Alors vous vous demandez peut-être, la France est-elle condamnée à être maudite à jamais? Eh bien je vous réponds que rendre justice, ce n'est pas s'humilier, ni se maudire. C'est honorer les morts et libérer les vivants. C'est de permettre à un peuple d'exister en dehors de l'ombre de son ancien maître. Et cela commence par un mot, reconnaître. Et dans un monde où tout semble se vendre, la dignité, elle, ne s'achète pas.
Alors, mesdames et messieurs, membres du jury, je me tiens devant vous comme l'écho de ceux qu'on a voulu faire taire. Et aujourd'hui, je les rends visibles et impossibles à ignorer. Pour moi, pour nous, pour les générations futures et celles d'après. Alors souvenez-vous, c'est à ce prix que vous mangez du sucre. Souvenez-vous, tout comme je me souviens. Et rendez ce qui ne coûte rien, mais qui vaut tout, la justice. Bravo Aurore! Bravo Aurore! Merci beaucoup pour ton discours. Merci. C'est la pression de passer en première. Hein Ouais, franchement, ça m'a tellement stressée. Pourtant, je connais par cœur et j'ai oublié. Donc, ouais, voilà. Franchement, tu t'es bien rattrapée. Ouais. T'es quand même contente de ton passage? Oui, franchement, parce que depuis le temps que je voulais parler, et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et c'est vraiment un honneur d'être ici et de porter hommage justement à mes ancêtres. Oh, c'est trop bien. Merci Aurore. Merci. Est-ce que, jury, parmi vous, il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole comme ça à chaud Oui, déjà bravo Aurore. Comme tu le sais, ce n'est pas évident de passer en premier, mais j'aimerais grandement saluer le contenu de ton intervention. Merci. Car tu as abordé les questions mémorielles, mais tu as aussi abordé les questions contemporaines qui sont extrêmement importantes et qu'on ne connaît peu encore aujourd'hui. Je pense que dans la salle, beaucoup d'entre vous ont découvert la situation en Haïti, la question des gangs, des inégalités. Et donc, j'ai trouvé que ton discours était quand même très bien construit parce que tu es parti de l'origine de cette dette et ça permet en tout cas aux personnes qui ne connaissent pas ce sujet d'en apprendre un peu plus et ton argumentation était très claire. Alors Merci. oui, tu as eu cette petite phase et c'est normal. Je sais que tu reviens de loin. On a pu apprendre les uns et des autres de chaque candidat. Donc bravo, bravo pour cette prestation. Merci. Ce que je vous propose, public, c'est qu'à chaque fin de passage, on dise tous ensemble « bravo » au bout de 3. Ça vous va? 1, 2, 3. Bravo. Oui, je vais le donner à ton camarade. Parce que le prochain orateur vient de l'école aussi Shell, enfin vient aussi de l'école Shell. Il s'agit de Plamedi Loutandila. Eh ben, ok. Ah bah ouais, du coup, Je suis un peu trop grand, je suis désolé. Dans la poussière des champs, sous le soleil brûlant, des hommes, des femmes, enchaînés, brisés, battus violemment. Ils ont porté le poids d'un système si cruel, l'esclavage haïtien, un cauchemar si réel. Ils ont travaillé sans relâche, sans repos, sans voix. Leur corps meurtri, leur âme en émoi. Mais dans chaque regard, la flamme, la révolte, un rêve de liberté, la force qui s'envole. Injustice gravée dans l'histoire, un crime sans nom. Lors de leur collective, un cri qui résonne. Mais de cette nuit sombre, une lumière est née. Haïti s'est levé, prête à tout briser. Car l'esclavage n'a pas défini leur destin. Ils ont résisté, ils ont tenu bon, ils ont dit non. Car la dette... L'injustice de l'esclavage haïtien, c'est un rappel
que la liberté se conquiert, qu'elle est essentielle. Et que chaque âme, chaque cœur peut s'élever pour bâtir un monde où l'amour peut régner. Première date, 1791. L'île s'enflamme. Les esclaves lèvent l'âme, la liberté pousse en drame et l'Empire perd sa flamme. Haïti, première république noire, née du sang, de la lutte et d'un espoir, a payé très très cher pour son pouvoir pendant que la France comptait ses dollars. Deuxième date, 1825. La sentence tombe. Un roi envoie des navires comme une tombe. Haïti, affranchi mais rançonné, contre sa liberté, des millions à donner. Des années de dettes, des silences complices. Quand le bourreau exige que la victime plie. Alors dis-moi, toi, ou encore toi, l'histoire combat qui? Qui doit à qui entre Paris et Port-au-Prince? Est-ce que la France doit quelque chose? Oui. Pas une aumône. Un aumône? Une aumône? Un aumône. Pas un merci. Mais la vérité rendue, l'histoire dite. Et des excuses claires, sans fuite. Car la dette n'est pas que d'argent. Elle est de mémoire, elle est de sang et elle est de temps. Et si injustice, et si justice n'est qu'un mot joli, alors oui, la France doit à Haïti. Moi, Plamedi, j'ai pas grandi dans les livres. Non, ça m'intéressait pas. Je vais être clair. J'ai grandi dans les silences lourds de mes ancêtres. Leur histoire n'était pas écrite, elles étaient tatouées dans nos cœurs, à lettres ouvertes. Ma grand-mère disait beaucoup, on vient d'une terre où les arbres pleuraient quand les enfants partaient. Pas pour une école, pour les bateaux, pour ceux qu'on ne voyait jamais revenir, même dans les eaux. Ils sont venus, beaux costumes, beaux discours, mais ce n'étaient pas des hommes de paix, c'était des loups. Des loups qui mordent l'amour et qui transforment la vie en marché. Ils ont pris nos corps pour des outils, nos chants pour des cris, nos dieux pour des folies, et surtout nos terres pour leur paradis. Mais l'homme n'est pas né esclave. Mais l'homme n'est pas né esclave. C'est pas la couleur qui fait la chaîne. C'est la peur, la haine, le mensonge dans le trame. Ils nous ont tout pris. Sauf la honte. Elle reste à ceux qui
qui condamne. J'entends encore les tambours dans mes veines. Des rythmes, pas de danse, mais de survie, de colère et d'arène. Quand le fouet tombait, c'était pas la peau qui criait, c'était l'espoir. C'était l'espoir qu'on l'étranglait. Même pieds nus, même affamés, on s'est levé. Pas pour la gloire, mais pour retrouver nos vies. Oula. Mais pour retrouver nos vies et nos mémoires. Alors, ce slam, ce n'est pas une plainte, c'est une promesse. Tant qu'on s'en souvient, rien n'est vain. Mais nous sommes des enfants de ceux qu'on n'a jamais pu briser. Mais malgré nos blessures dans le passé, notre mémoire reste vivante. Et notre paix, c'est de rester debout. Merci Clavetti. J'adore, t'as l'air d'avoir vraiment kiffé ton moment. Ouais, non, pas vraiment au final. Bah ça s'est pas vu. Bon, il y a eu des petits moments où t'as eu des petits trous de mémoire, quoi. Oui, un peu trop même, je suis désolé. Mais non, mais faut que tu sois fier de toi. Je voulais que tout soit la perfection. Là, t'as travaillé sur ton sujet, t'as parlé devant plein de gens au Sénat, faut que tu sois fier de toi. Avec ta bonne humeur surtout. Merci beaucoup, c'était incroyable. Là, ton énergie, elle est folle et c'est juste trop bien de voir ça. Peu importe ce qui s'est passé, juste là, lever la tête, être comme ça, avec ton sourire et tout, c'est incroyable. Donc merci beaucoup pour ce moment, vraiment. Il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Ouais. Bravo Blamedi, tu t'es bien rattrapé. Et je tiens à dire à tous les autres, la première édition, ils avaient le droit à leurs notes. La première édition, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils vous ont mis dans un Trafalgar. Donc, n'ayez pas honte, ne vous prenez pas la tête, même vous pouvez peut-être prendre vos notes, les mettre à côté et clamer vos textes, parce que 5 minutes de monologue ou 7 minutes, c'est très 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 long. Même pour des acteurs professionnels, c'est très très long. Donc, Aurore, c'est ça? Aurore, je tiens à te féliciter pour tout à l'heure, c'était super. Et Plamedi, tu as une bonne vibe, tu dégages plein de belles choses. Donc, je tiens à te féliciter, bravo. J'étais stressé. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Prochaine école, c'est l'école de Marseille. Et première oratrice, c'est Clarisse Boucher. On peut l'applaudir très fort. Ouais. Ah, c'est bon. Violée, mutilée, torturée,
marqué au fer rouge. Être un esclave, c'est au-delà. Être un esclave, c'est au-delà de perdre toute liberté. C'est perdre son humanité. Ni par choix, ni par envie. Car qui souhaiterait sérieusement jouer sa vie en guise de divertissement? C'est la question que vous pourriez me demander. Eh bien, simplement pour divertir leur maître. Oui, je vois vos têtes, je vous l'accorde, ça fait rêver personne. Nous sommes en 1697, et qu'en est-il pour nos esclaves haïtiens? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Au menu, châtiment corporel, torture, exécution publique, et dans un seul but, économique. On a même décidé en 1700 d'importer massivement des esclaves via la traite transatlantique. Maintenant, imaginez-vous, un jeune Haïtien, debout des lobes, marchant des kilomètres pour trouver de l'eau, les pieds dans la boue, le ventre vide, le mental brisé, mais continuant de résister. Pas par choix, mais par nécessité. Attendez. J'entends à l'oreillette que suite à une révolte collective, on leur promet enfin la liberté. La surprise, c'était son prix. 150 millions francs hors d'époque, soit plus de 3 fois le PIB d'Haïti. Rien que ça. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal que ce soit les anciens esclavagistes qui ont été indemnisés et non pas les esclaves? Venant du pays des droits de l'homme, comment cette injustice a réellement existé? Encore une fois, je vois vos têtes, je crois que vous ne saisissez pas bien. 122 ans de dettes à rembourser. 122 ans dédiés à un autre pays que le leur. 122 ans de déséquilibre économique et social. Vous pensez sincèrement qu'on peut appeler ça de la liberté? Ce ne serait pas une nouvelle forme de contrôle, de domination, de rapport de force? Alors oui, la question se pose, la France doit-elle une dette à Haïti? Et à cela, je vais vous répondre 3 fois oui. Pas seulement une dette financière, mais une dette historique, morale et humaine. Aujourd'hui encore, on ose s'étonner qu'Haïti soit le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Comme si c'était une fatalité. Alors que non, c'est le résultat d'un système. Haïti n'est pas pauvre, on l'a appauvri. En plus de ça, des catastrophes naturelles frappent souvent son territoire. Cette dette a alors d'autant plus étranglé le pays, la privant de toute chance de développement. Ça l'a rendu vulnérable, fragile, exposé. Aujourd'hui encore, son peuple paye les conséquences d'un passé volé. C'est normal. On ne construit pas un pays sous une montagne de dettes injustement imposées. Mais du coup, qu'a fait la France durant le remboursement de cette dette? Eh bien, pas une aide, pas un geste, pas une main tendue. Elle encaissait tranquillement l'argent. Bon, historiquement parlant, je vais vous laisser 2 secondes pour deviner ce qu'on a fait. Le silence. C'est ça. C'est le silence qu'on a fait pendant des années. Car si personne parle, tout le monde oublie. Mais si Haïti est encore ignoré dans l'histoire française et dans nos manuels scolaires, c'est parce qu'elle est la première république noire, libre, issue d'une révolution d'esclaves. Alors, oui, certains me diront « Oui, mais Clarisse,
Justement, t'oublies notre devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Oui, mais non. C'est justement ça, le problème. Haïti remet en question le mythe d'une France toujours du côté de la liberté. Ce passé n'aide pas la France à préserver son image glorieuse. Mais alors, qu'en est-il des réparations de cette dette ? Certains prétendent que celle-ci ouvrirait des portes à des demandes infinies entre nations ayant été autrefois colonisées. Est-ce viable ? Est-ce que c'est même à nous de devoir réparer les erreurs de nos ancêtres ? Et pourquoi on réparait seulement Haïti ? Mais au contraire, maintenant qu'on a pris conscience du mal qu'on a causé, pourquoi ne pas aider Haïti à se relever, à se reconstruire, à se développer ? Pas par pitié, par devoir. Rester bloqué dans le passé n'aide pas son pays à avancer. Il faut se tourner vers l'avenir et construire. Ce qu'il faut, c'est un vrai soutien de la part des nations qui ont profité d'un système esclavagiste. Car sans développement équitable, sans justice, il n'y aura jamais d'apaisement durable. Attendez d'ailleurs, petit rappel, l'humanité ne se perd pas, elle s'oublie. Et c'est à nous de la rappeler, c'est à nous de la réveiller. Et je crois sincèrement que beaucoup de conflits pourraient se régler si on s'en souvenait. Ça aiderait d'ailleurs beaucoup Haïti si on développait nos capacités à reconnaître nos fautes et à tendre la main aux autres. Donc oui, aujourd'hui, si je dis que la France doit une dette à Haïti, c'est que je pense à ceux qui n'ont plus de voix pour hurler au monde qu'ils n'ont pas eu le choix. Merci. Bravo Clarisse. Merci Clarisse. Tout s'est bien passé pour toi ? On m'entend ? On t'entend. On m'entend ? Faut parler fort. Faut avoir confiance au micro. Ok. Du coup, tout s'est bien passé pour toi ? Ça allait. Franchement, j'ai dû lire la feuille, mais je pense que ça s'est bien passé. Je suis fière en tout cas de ce que j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé. C'est le principal. À vous, jury, on vous écoute. Clarisse, merci. Bravo pour ta prestation. Moi, j'ai trouvé déjà qu'on te comprenait bien. Tu avais une bonne élocution, donc on arrivait bien à te suivre. Et ce que j'ai apprécié, c'est l'équilibre entre ton argumentation et tes convictions. Je crois que c'était vraiment... voilà, tu as su exprimer cette balance entre ces deux façons de s'exprimer, de porter ton point de vue. Et j'ai vraiment apprécié ça. Voilà, je trouve que c'était très réussi. Merci. Merci beaucoup, jury. 1, 2, 3. Merci Clarisse. Prochaine école. Le 2C Paris. On peut applaudir et accueillir très très fort Islem Sadala. Bonjour. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça va? Vous m'entendez bien? Personne n'a quitté la salle? Je voudrais pas que quelqu'un aux toilettes puisse rater ça. Non? Ok. Top. Bah, je me présente rapidement quand même. Moi c'est Islem Sadala. Je suis à l'E2C Paris depuis le 17 mars dernier. J'ai pour projet professionnel de devenir coach sportif. Et c'est un immense honneur et un réel plaisir de participer à ce concours d'éloquence-là. Autour de cette question d'actualité qui suscite ô combien d'émoi et de sensibilité. S'il y a quelques mois de ça, on m'avait arrêté à Châtelet et qu'au lieu de me demander « Ouais, mon gars, ça vient d'où ?» ou
c'est quoi ton body count? On m'avait demandé si j'avais bien réglé ma dette envers Haïti. J'aurais pensé à un prank. Elle est où la caméra? Haïti? Le pays? Bon, je me suis peut-être déjà embrouillé avec 2-3 bandes de la capitale comme Stomy, c'est vrai. Mais de là à m'embrouiller avec un pays entier, ouais, ça doit être ça, ouais. Eh ben, figurez-vous qu'après avoir discuté avec mon homeboy, auteur, écrivain, historien, l'homme que l'on nomme Jean-Marie Théodat, messieurs, dames, eh ben, la question, elle se pose en ça. Parce que Haïti, ouais, ce pays-là, il a été pillé, racketté. Et tout ça en mon nom, en ton nom, le tien aussi, et même toi là-bas. Au nom de la France et de ce drapeau tricolore dont on est si fier. Mais je vous rassure, c'est pas non plus ma France. Je ne vous parle pas de celle de Golo et Richie, de Zizou, pas même encore de celle du Grec à 5 € ou du PSG champion d'Europe. Donc bon, peut-être pas celle de l'EDC Marseille du coup. Non, non. Je vous parle de la France des canons, des fusils, des chaînes et des coups de fouet. Cette France de l'esclavage et du colonialisme. Haïti, c'était la perle des Antilles, le joyau du commerce colonial. Une terre où 500 000 esclaves faisaient tourner l'économie impériale. Pendant que les salons parisiens débattaient de l'homme et de ses droits, là-bas, c'était le fouet qui faisait la loi. Aucun principe n'a jamais pansé leur plaie. Aucune loi n'a jamais calmé la morsure du fouet. Aucun jugement n'a jamais allégé leur peine. Alors, ils se sont levés. 1804, le seul soulèvement d'esclaves qui a marché. La première république noire libre au monde. Une fierté qu'on devrait tous avoir sur la langue. Mais la France, elle, a refusé de l'entendre. 1825, 12 navires de guerre français ancrés à Port-au-Prince. Un roi, Charles X, qui signe un décret odieux. 150 millions de francs or. La rançon pour la liberté. Une dette impossible. Et pour la payer, me direz-vous? Bah, des emprunts. Encore des emprunts. Jusqu'à ce que cette dette devienne un gouffre sans fin. À chaque prêt contracté, c'est l'avenir d'un enfant haïtien qu'on a hypothéqué. Vous vous rendez compte? Mais ça, toi comme moi, on ne nous l'a pas appris. Dans les manuels, on m'a appris la Shoah. Et c'est juste. La Seconde Guerre mondiale. Et c'est nécessaire. Mais qui m'a parlé d'Haïti? La première nation noire libre. De Toussaint Louverture. Cet esclave devenu stratège et révolutionnaire. Personne. Et pourtant, cette histoire-là, elle pèse encore. Parce que même lorsque la dette a été soldée, en 1952, donc près d'un siècle après, les cicatrices, elles, sont restées. Un État qui vacille toujours, une démocratie qui tient à peine, un pays ensauvagé. À chaque crise, on dépêche des ONG, on signe des chèques. On préfère oublier plutôt que de réparer nos échecs. Leur seul crime, me demanderez-vous? Vouloir vivre libre chez eux. Attendez, pause. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie ou pas? Imagine, t'es chez toi, t'as enfin retrouvé un peu de paix après avoir dégagé un squatteur qui avait bousillé ton appart et ta santé avec.
Et là, 20 ans après, il revient armé jusqu'aux dents, te dit que tu lui dois des sous et que si tu ne payes pas là, maintenant, bah, il brûle ta baraque. Haïti, c'est ça. Haïti, hier, c'est la Palestine d'aujourd'hui. Un peuple qu'on raquette, qu'on écrase et qu'on veut faire taire, alors qu'il est chez lui. Haïti, aujourd'hui, c'est un pays où la démocratie est prise en otage par des gangs. Des mecs avec des blases de poisson ou de barbecue, tilapli, c'est pas une vanne, hein, c'est la réalité. Des rafales qui ont emporté un président, et je ne vous parle pas de Kennedy, des anciens chefs de police qui font griller leurs ennemis comme des brochettes. Et au milieu de ce chaos, Macron, toujours lui, s'est permis de dire que les Haïtiens sont responsables de ce qu'il se passe à Haïti et que leurs gouvernements sont complètement cons, pour reprendre ces termes. Mais vous vous rendez compte? Comme si la France ne s'était pas enrichie pendant près d'un siècle sur son dos. Comme s'il inversait les rôles et les responsabilités. Mais je vous rassure, moi je ne suis pas Macron. Et je ne suis pas là pour le gifler comme ce gars qu'on a vu dans les infos, ni comme Brigitte dans l'avion présidentiel. Non. Moi, je suis là pour dire que l'humiliation, ça suffit. Parce que la France ne doit pas un simple quelque chose. Elle doit la vérité. Elle doit la mémoire. Elle doit la justice. Pas comme un chèque de charité, mais comme la rançon de sa culpabilité. Parce que cette mémoire n'a pas besoin de jolies phrases pour exister, elle a juste besoin d'une voix pour la porter. Et cette voix, aujourd'hui, c'est la mienne. Moi, c'est Islem, né de parents algériens, un pays qui, lui aussi, a payé le prix fort de la colonisation. Je suis la France d'aujourd'hui, ce mélange de sang et de nation. Et je refuse qu'on fasse de l'oubli une justification. Alors oui, quand je parle d'Haïti, c'est aussi un peu de moi que je parle. Peut-être que mes mots, ma manière de faire vous ont crispé, mais moi, je suis un vrai. Je prends les mots comme ils viennent, sans tricher. Vous voyez ce papier-là? Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est la dette qu'on a fait payer à Haïti pour sa liberté. Une dette encaissée pendant des générations. Vous savez que je me ferai un plaisir de brûler ce papier, hein, et ce n'est pas le briquet dans ma poche gauche qui m'en empêcherait. Mais ici, on n'a pas le droit, au Sénat. Alors je le froisse, je le brise, je le broie. Parce que barbecue ou pas, ce papier, il ne vaut plus rien. Et ce qu'il reste, ce n'est pas un papier, mais bel et bien un brasier. Un brasier de mémoire, de justice, de dignité. Et ce brasier-là, messieurs, dames, qu'on le veuille ou qu'on le nie, il brûlera pour toujours, car pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai point. Et vous non plus. Je vous remercie. Merci. Bravo Islem. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi Islem. Attends, reste avec moi. Ça s'est bien passé du coup? Top. Tip top. Comme je l'imaginais. Moi, je suis né pour ces moments-là. Ça va, je prends du plaisir, j'ai kiffé. Ça se voit. Bah, t'as rayonné. Puis, jury, on peut vous entendre? Oui. Islem, pour commencer, je voudrais te féliciter.
je pense au nom de tout le jury et de toute la salle, parce que en fait, c'est vraiment une prouesse que tu nous as livrée là. Tu passes sans notes, et pour moi, tu incarnes vraiment la congruence qu'on recherche chez Loquentia. Comment on va aligner la tête, le cœur, les tripes et nos mots, et comment on va faire passer un message fort. J'ai trouvé extrêmement malin, extrêmement intelligent la façon dont tu as su capter le public avec ton humour, nous parler en fait de ce que tu vis dans le quotidien, amener des termes qui vont nous faire sourire, qui vont nous rappeler des situations, mais finalement pour nous ramener dans un calme très très clair et nous parler d'un sujet qui est lourd, qui te touche, que tu as incarné. Donc bravo vraiment pour ça. J'ai trouvé que la façon dont tu articulais ton discours, l'argumentation, les faits historiques étaient très clairs également. Et puis que tu arrivais en fait à remettre en perspective et en proximité un sujet qui pourrait nous paraître lointain pour plein de raisons. Et aujourd'hui, je pense que tu as ramené beaucoup de ferveur dans la salle à travers ton discours, donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci Alicia Isard. Oui, moi je voulais juste dire que c'est vrai que l'éloquence est un art, avec sûrement plein de manières de le respecter et de l'appliquer, mais juste merci d'avoir rappelé que quand on est soi-même, on est toujours plus là, plus conscient et souvent plus pertinent. Donc merci beaucoup. Merci. Merci Manon Brèche. Bah, merci à toi Islem. Je te reprends ça. Ah, j'ai oublié. Attends. 1, 2, 3. Vraiment, vous êtes un public concentré, ça fait plaisir. 5e oratrice qui nous vient de l'E2C, Rosny-sous-Bois. On encourage et on applaudit très très fort Mélisa Germain. Haïtienne, née sur cette île de courage, d'histoire et de blessures, je porte en moi l'héritage de ces hommes et femmes qui ont brisé leurs chaînes. On pourrait dire que je suis la fille de Jean-Jacques Dessalines ou de Christophe Colomb, ces hommes qui ont risqué leur vie pour libérer Haïti. À travers moi, je vais vous parler d'une page sombre mais essentielle de l'histoire. Celle de cette dette injuste imposée par la France pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. Ce combat n'est pas seulement celle d'un peuple, mais celle de combat universel d'un peuple opprimé qui a osé dire non à l'esclavage. Imaginez ce petit pays de 27 750 km² qui a osé dire non à une abomination. Imaginez un peuple qui gagne sa liberté, mais qui se doit de payer le lourd tribut d'avoir osé la conquérir. La France doit-elle quelque chose à Haïti? De cette phrase interrogative, passons à la simple affirmative. La France doit bien quelque chose à Haïti, et ce quelque chose n'est pas des moindres. Haïti, ex-colonie française appelée la perle des Antilles, représente pendant plus d'un siècle la richesse coloniale majeure de la France. Grâce aux plantations de sucre, de café, d'indigo et de coton, la France a bâti sa prospérité économique sur le travail forcé des esclaves haïtiens. En 1685, Louis XIV met en place le Code noir, un texte censé organiser la vie des esclaves dans les colonies françaises. Ce code légalise une violence extrême, autorise les châtiments corporels, la mutilation des parties intimes, interdit aux esclaves toute liberté et impose la religion catholique. Ce code transforme des êtres humains en biens meubles. Comprenez bien, un esclave acquis par un maître n'a aucune reconnaissance d'humanité. C'est un bien, une chose, renforçant un système colonial fondé sur l'exploitation, le racisme, la déshumanisation. En 1825, le roi Charles X impose une indemnité de 150 millions de francs or pour reconnaître l'indépendance d'Haïti.
Cette somme astronomique équivaut à 21 milliards d'euros. On dit qu'Haïti est un pays pauvre. Ceci n'est pas le fruit du hasard. Violence, cyclone, séisme, notamment le 12 janvier 2010 qui fit 300 000 morts. Haïti a dû s'endetter auprès des banques françaises, ce qui a causé son asphyxie économique. 56% de son budget dépend de l'aide internationale. 80% des revenus de l'État partaient dans le remboursement de cette dette humiliante. Ce qui a empêché Haïti de construire des routes, des hôpitaux, des écoles pour ses enfants. Pourquoi cela prouve que la France a une dette envers Haïti? Parce que la France a exigé une rançon d'un pays qui venait à peine de se libérer de l'esclavage. Ce n'était pas un accord, mais plutôt une sanction, une sorte de prix de la liberté imposée par l'ancien oppresseur. Pourquoi la France doit-elle quelque chose à Haïti? Parce qu'elle n'a jamais officiellement demandé pardon. Elle a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité en 2001 avec la loi de Taubira, mais n'a jamais reconnu son rôle dans la ruine, dans la tragédie haïtienne. Que serait ce discours si je ne vous parlais pas de ce vaillant homme du Boukman qui a organisé la cérémonie du bois caïman dans la nuit du 14 au 15 août 1791 aux côtés de Cécile Fatman avec le serment prêté, liberté ou la mort. On dit qu'Haïti est la perle des Antilles, la poule aux œufs d'or, Haïti Kiskea. Mais ce pays a été souillé, brisé, humilié, exploité. Des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants ont été enterrés sans nom. Mais de leur souffrance est née la première république noire libre au monde. Je dis à moi lever voix pour demander reconnaissance et réparation pour le pays. Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir délibérément le camp de l'oppresseur. Le sang de mes ancêtres a trop coulé. La chaîne, les entraves ont trop été serrées. Oui, la France doit quelque chose à Haïti. Parce qu'en aucune façon, l'oppresseur ne saurait s'ériger en victime et demander réparation de l'opprimé. Que ma voix cet après-midi réveille la mémoire de mes ancêtres et que jamais je n'oublie d'où je viens. Il est temps d'exiger reconnaissance, réparation, mémoire pour mon très cher pays. Vive Haïti et vive la France pour des rapports équitables. Merci Elisa. Merci Elisa. Merci. Tout s'est passé comme tu voulais? Oui, exactement comme je voulais. Tu es contente? Oui, je suis très contente. Enfin, je suis satisfaite de mon discours. Okay. Et du coup, comme tu es haïtienne, ça te touche d'autant plus? Oui. Ah oui, c'est trop cool. Ok, est-ce que jury, vous avez quelque chose à partager? Chez cela, bravo. Déjà, bravo pour ta prestation, bravo pour ta gestuelle. Tu as occupé l'espace, tu as regardé le public.
Bravo pour ton contenu historique, pour ton contenu scientifique, d'avoir mis en avant aussi des personnages et des personnalités qui ont lutté pour l'indépendance d'Haïti. Je pense que, comme je l'ai dit pour la première prestation, beaucoup de personnes dans la salle ont énormément appris. Tu as su jouer aussi de tes origines. On a senti beaucoup d'émotions dans ta voix, mais tu n'as pas perdu le fil de ton texte. Et ça, c'est une belle prouesse, une très très belle prouesse. Que dire de plus? Tu es magnifique. Et on sent vraiment la résistante en toi. Donc rien à dire. Et je pense que je peux parler au nom aussi de mes collègues. Un énorme bravo pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Comment ça va, public? Ça va? Vous accrochez toujours? Parce que du coup, ça fait 5 discours. Vous êtes toujours en forme? Alors, parce que comme j'ai pas... Vous, ça va? Eux, moins, je crois. Alors, je vous propose un petit exercice, si vous voulez bien jouer, et si vous voulez bien, si vous pouvez, c'est de vous lever. Vous n'êtes pas obligé de participer, mais si vous ne le faites pas, je suis toute seule, quoi. Excusez. Ok. Vous mettez votre main droite en l'air. Vous mettez votre main gauche en l'air. Ok. Et vous mettez votre main droite sur la tête de la personne à votre droite. Voilà, vous avez réussi. Bravo. Non, mais parce que c'est important de réveiller un petit peu le corps. Ouais. Oh. Très bien, tip top, on peut reprendre. Nous allons accueillir le deuxième représentant de l'école de Rony qui s'appelle Élise Correa Martins. Merci. 110, 120, 130, 140, 150. Oui, 150 millions. « 15 secondes ont suffi pour que vous commenciez à vous impatienter que la plaidoirie ne commence. Alors mettez-vous à la place de mon client qui attend depuis plus de 2 siècles une réponse. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame procureure de la République, membres du jury, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un dossier mis sur le banc. Un passé lourd à porter, rempli de tristesse, d'injustice, de rage. La France doit-elle quelque chose à Haïti? That is a question. Une question qui traverse les siècles et qui ressurgit en pleine face. Et une réponse qu'on n'a pas su apporter à un peuple brisé. C'est pourquoi moi, Maître Éliseu, mon très cher client Haïti, nous venons plaidoyer et apporter les preuves d'un passé accablant. Ce que je trouve bien culotté, c'est que les pays fondateurs des droits de l'homme, dont les phrases suivantes affirment « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Retenez bien celui-là. Résistance à l'oppression. Laissez-moi rire, parce qu'au nom de ces grands principes, on a attaché, torturé, tué, tout en chantant la Marseillaise. Un chant de liberté, de révolution. Pendant plus d'un siècle,
la fille aînée de l'Église, va mettre en place un système fondé sur l'oppression, l'humiliation et la violence, alias l'esclavage colonial. Partant de notre très chère, magnifique France pour aller en Afrique, récupérer des êtres humains. Ou du moins, devrais-je dire, des animaux. Des moins que rien. Des sous-races. Plus de 1,5 million d'Africains réduits à l'état de bétail et déportés vers des colonies dont Saint-Domingue. La perle des Antilles représentait 40% du commerce extérieur de l'Hexagone. Je ne vous parle pas de 5, de 10 ou 20%. Non, 40%, soit presque la moitié. Une vraie poule aux œufs d'or, messieurs, dames. Mais cette poule, elle a pondu dans le sang de victimes. Les esclaves travaillaient jusqu'à 18 heures par jour. Nous, on travaille à peine. Sous un soleil ardent, fouettés, torturés. Et ces coups de fouet, quant à eux, se répétaient comme un refrain dans une chanson. Une chanson macabre devenue la bande-son de l'esclavage. Les esclaves aussi étaient marqués au fer rouge. Imaginez la douleur. Les femmes, même celles enceintes, torturées, violées. Les hommes, quant à eux, tués sans procès. Et les enfants, ces pauvres êtres innocents qui n'ont rien demandé, arrachés à leur famille. Toute tentative de révolte enterrée, afin qu'aucune germe, aucune graine d'espoir ne puisse germer. Quant à vous, madame, or si vous auriez été esclave, auriez-vous tenté de fuir? Plus de 3 fois. Toutes mes condoléances, madame, car le Code noir, signé par Colbert sous l'œil bienveillant de notre cinérisme, Louis XIV, un manuel juridique pour légaliser l'inhumain, signé par une nation qu'on appelait la nation des Lumières. Au bout d'une tentative, madame, on vous aurait coupé une oreille. Au bout de la deuxième, on leur aurait amputé un membre. Et à la troisième, il aurait fallu apporter un bouquet de fleurs sur sa tombe. Mais l'histoire ne s'était pas finie de s'écrire. Non, au contraire, bien loin de là. Le peuple haïtien se sont levés, pas pour négocier, non, pour se libérer ou mourir pour la patrie. Avec des figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, ensemble unis au peuple, ils ont fait tomber un empire. Et en 1804, Haïti devient le premier État noir indépendant du monde. Pendant que elle, la France, elle écrivait ses valeurs sur du papier, Haïti a grevé sa devise « Union et force » sur sa propre chair. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au tout début. 150 millions. Un chiffre pour embellir? Non. Alors, une intro comme une autre? Non. 150 millions d'or francs. C'est ce que la France a exigé à Haïti. Pour l'aider? Même pas en rêve. Pour la reconstruire alors? Hors de question. Cette somme, aujourd'hui, elle équivaut de 2,6 milliards d'euros. Et les historiens parlent de 20 milliards d'euros, dû aux générations sacrifiées, au manque d'infrastructures,
Le manque à gagner notamment. Certains parlent de 20 milliards. 20 milliards pour le droit d'exister. En 1825, Charles X envoie 14 navires de guerre, 350 canons. Un message clair et net. Payez ou périssez. Alors ne croyez pas que mon client s'est levé avec une envie de signer un chèque à la France, car ce chèque n'a pas été signé à l'encre, mais bien à la poudre à canon. De quoi lui briser les ailes, de quoi lui briser sa cheville dans sa course au développement. Car oui, en 1900, 80% du budget de l'État haïtien était consacré au remboursement de la dette. 80%, pas pour les enfants. 80% qui ne vont pas dans l'éducation. 80% au remboursement de la dette. Encore et encore. Alors ne croyez pas que mon client a échoué. Il a été saboté. Haïti s'est libéré, mais était économiquement à genoux. On entend souvent dire, oui, mais Haïti, ça fait 2 siècles qu'ils sont passés. Pourquoi ne s'est-il toujours pas relevé? 2 siècles d'indépendance? Permettez-moi, mais non. C'est 2 siècles sous dette, sous perfusion, sous contrôle. On entend aussi, oui, mais Haïti est corrompu. Je vous le concède, c'est un fait. Mais qui a fondé les fondations d'un État affaibli? Qui a vidé son économie avant même sa naissance? Qui l'a étranglé dans son berceau notamment? Alors si je vous réitère la question, la France doit-elle quelque chose à Haïti? Dette, sabotage, esclavage, la liste est longue, on pourrait continuer pendant des heures. Mais retenez ces 3 choses. Elle lui doit en mémoire, en justice et en réparation. Alors si vous me demandez, messieurs les juges, si la France doit quelque chose à Haïti, je vous répondrai 150 millions de fois ou 20 milliards de fois. Je vous répondrai oui avec une conviction inébranlable. Car la France, elle le sait. Et maintenant, vous aussi. Merci Éliseu. Merci. Bravo à toi. Merci. Est-ce que tout s'est passé comme tu le souhaitais? Mieux, parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. J'ose pas prendre la parole en... Ils te connaissent peut-être. C'est mes formateurs. C'est pour ça. Non, mais de base, je suis quelqu'un de très timide. J'aime pas prendre la parole en public. Donc, ça s'est merveilleusement bien passé. Ouais, trop bien. Le jury. J'ai l'impression que j'étais pas dans un concours d'éloquence, mais dans un film. Tu nous as vraiment transportés. J'ai cherché les caméras, j'ai cherché Spielberg. Bravo Denzel Washington. Ça, c'est un compliment, ça. Oui, bravo. Tu nous as embarqués dans ton récit, en fait. Tu nous as pris par la main et on a vécu plein de scènes. Enfin, on était avec toi. Il y a eu aussi des rappels historiques. Donc, voilà, un bon mélange entre le vécu, les ressentis, par exemple, des esclaves, des rappels historiques, des conséquences sur Haïti aujourd'hui de la dette. Enfin, tu as mélangé plein de choses. Et avec beaucoup de présence aussi, beaucoup de charisme. Donc, voilà, bravo. Merci. 1, 2, 3. Merci Éliseu. Nous avons encore 2 passages. Donc la prochaine qui vient de l'EDC Marseille. Elle s'appelle
Christina Karakashian. Merci de bien vouloir l'applaudir. Je veux vous parler d'une question qui fait réfléchir et parfois même qui peut déranger. La France doit-elle quelque chose à Haïti? C'est une question qui touche à l'histoire, à la justice, mais aussi ce qu'on décide aujourd'hui de faire, ce qu'on sait du passé. Je ne suis pas historienne, ni femme politique, mais comme beaucoup, j'ai appris certains faits. Et en tant que citoyenne, je pense qu'on a tous le droit et même le devoir de comprendre l'histoire et d'en parler avec respect. Reprenons un peu dans l'histoire. Haïti est devenue indépendante en 1804 après une révolution incroyable menée par des esclaves contre la France impériale. Elle a été le premier pays noir libre au monde. Mais voilà ce qui s'est passé ensuite. En 1825, le roi Charles X a exigé qu'Haïti paye une énorme indemnité de 150 millions francs or. 150 millions francs or pour indemniser les anciens colons français. En clair, les anciens esclavagisés ont dû payer leurs anciens maîtres. Et cette dette a été un vrai fardeau pour Haïti. Pendant plus d'un siècle, le pays a dû emprunter de l'argent pour rembourser cette somme. Résultat, très peu d'argent pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Et ça, ce sont des faits vérifiés et documentés. Et logiquement, on peut dire que la France a une part de responsabilité dans le fait qu'Haïti soit encore aujourd'hui un pays pauvre. Mais au-delà des chiffres, pensons à ce que ça représente humainement. Imaginez un peuple qui se bat pour être libre et qui paie cette liberté au prix des milliers de morts et qui, au lieu d'être soutenu, se retrouve puni, forcé de payer pour ne plus être esclave. Imaginez. C'est dur, non? C'est injuste. Et c'est cette douleur, cette humiliation qui reste encore aujourd'hui dans la mémoire haïtienne. Quand Haïti traverse une crise, un séisme, une pauvreté extrême, beaucoup de gens se demandent, et si on ne nous avait pas imposé cette dette, où en serions-nous aujourd'hui? Mais soyons précis. Certaines personnes disent que tout ça, c'était il y a 200 ans, que la génération actuelle ne sont pas responsables. Et c'est vrai. On ne peut pas faire comme si les Français d'aujourd'hui avaient personnellement causé cette injustice. On ajoute aussi que la France républicaine a déjà aidé Haïti, notamment après le tremblement de terre de 2010. Et oui, il y a eu de l'aide, des projets humanitaires, des coopérations. Alors, certains diront, c'est déjà fait. On n'a plus rien à devoir. Et d'autres craignent aussi que si on reconnaît officiellement une dette envers Haïti, alors certains pays colonisés vont demander la même chose. Et ça pourrait devenir très compliqué
à gérer au niveau politique, diplomatique et même économique. Mais je crois qu'on peut sortir de ce débat figé. Reconnaître une faute passée, ce n'est pas accuser le gens d'aujourd'hui. Ce n'est pas chercher la culpabilité, c'est chercher la vérité. C'est dire oui, ce qui s'est passé était injuste. Et oui, on peut faire un geste, pas forcément un chèque, mais des excuses plus claires, une coopération honnête, un partenariat d'égal à égal, parce que le respect, la dignité, la mémoire, ce sont des choses qu'on peut offrir sans s'appauvrir. Alors oui, je pense que la France doit quelque chose à Haïti. Pas pour s'excuser à vie, mais pour fermer une blessure ouverte et pour écrire ensemble une nouvelle page plus juste. Parce qu'un peuple qui a payé pour sa liberté ne mérite pas l'oubli. Il mérite qu'on l'écoute, qu'on le respecte, et ça, c'est à notre portée. Merci. Bravo, Christiana! Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Un peu stressée? Oui, très stressée. Félicitations pour ton texte. Merci beaucoup. Messieurs, dames les jurys. Alors, tu as commencé ton discours en disant que tu n'étais pas historienne et que tu n'étais pas une femme politique. Je tenais à te dire qu'à la tribune, tu passais vraiment telle une femme politique. Vraiment, ta présence et ta prestance étaient magnifiques. J'ai trouvé que tu avais bien argumenté, que tu avais utilisé bien évidemment l'aspect historique, le contexte, tu nous as rappelé le contexte de ce qu'était la dette, et ça c'était important pour nous aussi d'avoir ces éléments. Et ce qui a été important et qui a été aussi dit par une de tes camarades, c'est le volet pardon et excuse. C'est vrai qu'au-delà de la question des réparations, au-delà de la question de l'injustice sur ces sujets-là, beaucoup d'historiens d'Haïtiens disent que la première des choses que la France devrait faire, c'est de demander pardon. Et j'ai trouvé que cet argument était un argument extrêmement positif dans ton discours, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, et on a souvent tendance à croire que demander pardon, c'est faire preuve de repentance. Ton discours était très structuré, ton argumentation aussi, ta gestuelle aussi. Tu as pris tes feuilles, mais en réalité, tu n'en avais pas besoin. Je pense que c'était un moyen pour toi de te rassurer, mais ton discours était clair, concis, précis, et donc bravo pour cela. Je me permets juste de te dire un mot, mais de te dire merci pour la manière dont tu viens de porter ces mots. J'ai juste adoré t'entendre. Je rejoins Aïssata sur la manière dont tu te présentes, sur la manière dont tu poses ta voix et autres. Il y a quelque chose de très agréable d'écouter souvent certaines choses qui sont lourdes ou un petit peu difficiles à digérer. Et la manière dont tu l'as mis en lumière, la manière dont tu t'es adressé à nous aujourd'hui m'a vraiment fait plaisir. J'ai aimé entendre ça de ta part. Et merci beaucoup. Merci Manon Brèche. Merci Christiana. C'est plein d'émotions. Ah, 1, 2, 3. Vous êtes un public fantastique. Et la dernière prise de parole que nous allons avoir vient de l'EDC Paris. Pas de bruit pour Paris. Elle s'appelle Shafa Atman. Bon courage Shafa. Bonjour à tous. C'est fou, comme en un claquement de doigts, tout peut bousculer. Avant, j'étais heureuse. Les forêts étaient denses, les rivières étaient claires, les montagnes étaient pleines de vie.
Mes enfants aussi étaient heureux. Ils jouaient librement, se respectaient entre eux et vivaient leur vie comme ils le voulaient. Ils cultivaient le manioc, la patate douce, le maïs. Ils remerciaient les esprits pour chaque fruit cueilli et pour chaque pluie tombée. Mes enfants pêchaient dans mes eaux. Ils ne connaissaient pas la guerre ni la haine, ils étaient en paix. D'ailleurs, j'aimerais me présenter. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Haïti. Et j'aimerais vous raconter mon histoire. Fin 1492, une famille nommée Europe est venue s'installer. Elle a été accueillie avec joie par mes enfants qui attendaient les mains pleines de fruits. J'étais loin de m'imaginer ce que cette famille nous réservait. Ce qui au début semblait être de la curiosité s'est transformé en cruauté sans nom. Mes enfants étaient attachés, torturés, blessés, malmenés, enchaînés. Et chaque jour, ils mouraient dans mes bras qui chaque jour étaient plus ensanglantés que la veille. Lorsque je demandais pourquoi moi, pourquoi mes enfants, on me répondait « Tu es noir, tu ne vaux rien ». Vous imaginez? Tu es noir, tu ne vaux rien. Donc ma valeur se limite à la couleur de ma peau. Des siècles plus tard, en 1804, France, une des filles de la famille Europe, s'est mise à dos sa fratrie pour me libérer. D'après elle, elle et mes enfants étaient tous égaux, donc tous avaient le droit d'être libres. J'y croyais sincèrement, mais 21 ans après, en 1825, France eut un fils, prénommé Charles X, qui jugea que la liberté de mes enfants avait un prix, celui de 150 millions de francs or. Alors il envoya 50 bateaux, un drapeau blanc hissé sur le premier d'entre eux, un signe de paix. Et pourtant, il m'aura fallu 122 ans pour payer cette rançon. Oui, rançon, car j'ai dû payer pour qu'on me libère de cet otage. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour m'adresser à toi, France. Je ne viens pas pour mendier, je viens réclamer ce que l'histoire me doit. Je n'ai jamais oublié ni les chaînes, ni le chant, ni le sang qui a coulé. Je viens vous rappeler une vérité que l'histoire tente trop souvent d'étouffer. Ma liberté, je l'ai conquise seule, et toi, tu me l'as fait payer au prix fort. Tu as exigé une rançon, une dette odieuse, 150 millions de francs or, pour le droit d'exister, de respirer, de vivre. Tu m'as dépouillé, tu m'as volé ce que j'avais de plus précieux, l'avenir de mes enfants. Pendant que tu t'enrichissais, moi je m'endettais pour avoir brisé mes chaînes. Tu as appelé ça une indemnité, mais les mots justes, c'est pillage, extorsion et injustice. Oui, alors, donc comme vous avez pu le constater, ça a été extrêmement compliqué pour nous de vous départager. Vous avez toutes et toutes fait de belles prestations. C'était construit, c'était argumenté. On a vu le travail qui a été mené depuis des semaines et depuis des mois. Donc on s'est un peu disputé. Mais on a réussi à, je dirais, tomber d'un commun accord sur une personne. Et il fallait choisir. Évidemment, si on avait la possibilité d'en choisir plusieurs, on l'aurait fait, mais on n'a pas pu. Donc ça a été extrêmement compliqué. Et avant de remettre le prix, je voulais vraiment vous remercier. Parce que je sais que vous avez été impliqués, grandement impliqués. Je remercie encore une fois les structures EDC, parce que sans vous, ce concours n'existerait pas. Donc un grand merci. Je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que je sais que vous êtes dans cette attente. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le
prix du concours d'éloquence. Sachez que c'est une expérience pour vous énorme, qu'elle vous apprendra encore d'autres choses sur la vie, sur l'après. Pour vous donner quelques petites nouvelles des anciens participants, on a eu des retours sur le fait que certains d'entre eux, ça les avait aidés, accompagnés, notamment dans les entretiens d'embauche pour l'alternance, etc. Donc vraiment bravo à toutes et tous. C'était énormissime. Chaque année, le niveau monte en puissance et on est ravis que ce concours existe. Ouais, on peut prendre l'espace. Du coup, qui annonce les prix? C'est toi? C'est vous-même. Ok. C'est vous-même qui allez annoncer les prix. Et donc, dans ce cas-là, je vais appeler tous les candidats à venir sur cette scène, sous vos applaudissements. Il manque... Oui, et ben justement, ils sont partis. Oui, les filles ont dû partir. Vous m'entendez ou pas? Oui, alors bonjour tout le monde. Donc les filles ont dû partir, mais on va quand même avoir évidemment un mot pour elles, parce qu'elles ont reçu des prix, et notamment Clarisse Boucher, à qui on a décerné le prix de l'argumentation. Voilà. Et pour le prix de l'expression de soi à Christiana. Donc nous décernons le prix du dépassement de soi à Plamédy. Bravo. Ah oui. Moi, je me permets, franchement, félicitations. Dépassement de soi, originalité, parce que en tout cas, ce que moi j'ai vu dans tout ce que tu as réussi à nous donner aujourd'hui, c'est que dès qu'il y avait une hésitation, tu revenais vers ce que tu étais, c'est-à-dire le rire, le sourire, la gestuelle pour communiquer avec les autres. Et moi, ça a été évident et juste merci pour ça et confiance en ça, parce que si c'est là où tu vas te réfugier, c'est-à-dire que c'est là où tu es le plus fort, ton naturel, c'est toute ta force. Alors, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a l'honneur de remettre le prix de la révélation à Chisla Mélissa Germain. Tu as vraiment représenté dignement Haïti. Tu étais Haïti chérie aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo. Belle, fière, intelligente. On aimerait maintenant remettre un prix à une personne qui, parmi vous, nous a bluffé par sa maîtrise du sujet, sa capacité à nous transmettre toute l'histoire de la dette haïtienne. Et j'ai l'honneur de le remettre à Aurore Loisel. Donc maintenant, nous allons remettre le prix de la plume. Et nous le remettons à Chafa. Bravo, Chafa.
Shafa, merci beaucoup. Tu nous as embarqués avec ton récit, avec cette originalité autour du thème de la famille qu'on a vraiment apprécié. On le redit, avec cette douceur qu'on a retrouvée dans ton écriture. Donc voilà, vraiment, bravo, bravo à toi. J'aime pas faire ça, mais j'ai pas le choix, du coup, que de demander à... Je vais me tromper. Islem et Élisieux de s'avancer. Malheureusement, c'est chiant, parce qu'il en reste 2, et on doit... tous les deux. C'était extrêmement serré, je tiens à le dire. On a dû voter et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le choix chaque année d'avoir 5 membres du jury et pas 4, parce qu'on ne s'en serait pas sorti si ça avait été le cas. Vous dire à tous les deux que vos prestations ont été bien évidemment exceptionnelles, tant sur le contenu que sur le fond, que sur la gestuelle, enfin surtout en réalité. Et donc ça a été extrêmement compliqué. Et j'ai l'honneur donc de donner le prix de l'éloquence cette année. Roulement de tambour. À Islem. De la théâtralité à Élisieux. Et vraiment, ça a été très, très, très...